ont été très bons cette année, ils se sont stabilisés par rapport à l'année dernière. Que fait Liebherr pour anticiper, investir, prévoir les développements futurs? Qu'est-ce que vous avez prévu pour vous développer encore? Est-ce que vous pouvez me parler de votre stratégie? Oui, alors d'abord les chiffres de Liebherr ont été bons, et notamment la division aérospace et ferroviaire, qui a cru d'environ 4% en 2016 et pour lequel nous attendons une croissance d'environ 5% en 2017. C'est donc notre division aéronautique et ferroviaire est vraiment dans une perspective de croissance soutenue à long terme. Cette croissance est portée d'abord par les augmentations de cadence et les entrées en service de nouveaux programmes de nos clients, par exemple la 320 Neo, mais aussi le C-Series de l'avionneur Bombardier par exemple, et la 350. Notre succès commercial est dû à deux paramètres essentiels. D'abord, l'investissement dans la technologie. Chez Liebherr Aerospace et Transportation, nous investissons des montants en R&D qui sont bien au-delà de la moyenne du secteur. 17% en moyenne sur les 5 dernières années, 17% du chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus que la moyenne du secteur aéronautique qui se situe plutôt entre 10 et 15%. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'investissement dans les moyens de production. En plus de l'investissement en R&D, nous investissons en actifs, soit dans des nouvelles usines, soit dans de la modernisation de nos lignes de fabrication, des montants tout à fait substantiels de l'ordre de 6 à 7% de notre chiffre d'affaires, qui là aussi sont au-delà de la moyenne du secteur, de manière à préparer l'usine du futur, de manière à préparer les montées en cadence, et de manière à préparer surtout la compétitivité de demain et d'après-demain. Est-ce que vous pouvez me citer un produit justement pour lequel vous avez beaucoup investi et qui a eu beaucoup de succès? Par exemple, est-ce que vous pouvez me parler de cette pièce en 3D qui est montée sur la 380 et qui a fonctionné? Absolument. Alors, la pièce dont vous parlez est une pièce en impression 3D qui est un bloc van pour l'actionneur de spoiler de la 380 et qui illustre à merveille cet investissement de long terme de Liebherr. Nous avons commencé à investir dans la fabrication 3D il y a plusieurs années. Et il y a quelques jours, pour la première fois, une pièce critique d'un système critique qui sont les commandes de vol primaires, fabriquées en 3D à voler sur un avion d'essai, un avion A380. C'était un succès, puisque cette pièce a passé toutes les étapes de qualification et de vérification qui lui permettaient de voler sur un avion. Et c'est une pièce qui, en même temps, a été fabriquée grâce donc à une impression 3D en titane, avec de la poudre de titane, différentes couches de poudre de titane imprimées les unes sur les autres, qui permet par exemple de gagner une masse incroyable. On parle de 35% de gain de masse par exemple sur cette pièce, ainsi que des temps de fabrication. On gagne beaucoup de temps de fabrication et on gagne bien évidemment dans la fiabilité des pièces, puisqu'on arrive à faire aujourd'hui en une seule pièce, en un seul bloc, ce qui auparavant nécessitait l'assemblages de plusieurs pièces. Est-ce que cette pièce a intéressé déjà d'autres avionneurs? Absolument. Alors, nous travaillons aujourd'hui à développer en 3D des pièces qui vont voler sur d'autres avions que des avions Airbus. Alors, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner les noms de ces avionneurs, mais très bientôt, nous annoncerons des premiers vols de ces pièces-là sur d'autres avions. J'ajoute que ce n'est pas la première fois qu'une pièce en 3D de Liebherr vole sur un avion, puisque nous avons déjà fait voler des pièces de conditionnement d'air sur des hélicoptères. Alors les pièces de conditionnement d'air ne sont pas critiques pour le vol. Elles ont déjà volé, mais ce qui est nouveau dans la pièce qui a volé pour la 380 il y a quelques jours, c'est que c'est une pièce critique pour le vol puisqu'elle appartient au système de commande de vol primaire. Le fait d'implanter des usines un petit peu partout dans le monde, comme le fait Liebherr et comme l'a beaucoup fait Liebherr ces derniers temps, est-il vraiment un avantage? Est-ce que vous retirez vraiment avantage de ça et dans quelle zone vous avez eu le plus raison de délocaliser? Alors, d'abord, il est important de préciser que Liebherr Aerospace and Transportation est une société authentiquement européenne. Authentiquement européenne puisqu'elle est
Elle est basée pour les plus gros de ses effectifs en Allemagne et en France. Sur les 5000 personnes de Liebherr Aerospace and Transportation, 2500 sont basés en Allemagne et 1300 en France. Donc l'immense majorité. Et la gouvernance de la division est une gouvernance franco-européenne avec 4 directeurs généraux, 2 Allemands et 2 Français. C'est un atout très puissant, notamment dans le monde de l'aéronautique européen. C'est le premier aspect de l'internationalisation de l'entreprise qui nous aide de façon très substantielle dans le monde international qu'est l'aéronautique. Maintenant, pour revenir à votre question précise, notre logique de internationalisation de nos opérations est guidée par les marchés. En réalité, dans notre cas, on ne peut pas vraiment parler de délocalisation. Nous installons des usines ou nous installons des équipes là où nos clients sont, c'est-à-dire pour l'aéronautique en Amérique du Nord, au Brésil, en Russie, en Chine et en Inde. Ce sont les 5 pays hors d'Europe dans lesquels nous développons notre empreinte, notre présence, soit grâce à des équipes d'ingénierie, soit des équipes de service aux clients pour appuyer les flottes d'opérateurs qui ont à bord de leurs avions nos systèmes ou nos équipements, soit à travers de la fabrication. Cette stratégie de Liebherr de s'internationaliser de manière à être au plus proche des clients s'est révélée terriblement payante. Ainsi qu'avec Boeing, par exemple, aux États-Unis, Bombardier au Canada, Embraer au Brésil, Sukhoi en Russie, Comac en Chine, nous avons développé des relations extrêmement privilégiées et notre chiffre d'affaires croît très très vite, à la mesure des programmes qu'ils lancent et pour lesquels jusqu'à présent, ils nous ont toujours sélectionnés de manière à ce que nous puissions les accompagner dans leur croissance. 30% du marché de l'A350 est en Asie. Est-ce que ça suit? Est-ce que les chiffres sont un petit peu les mêmes pour Liebherr? Alors aujourd'hui, l'immense majorité du chiffre d'affaires de Liebherr est constituée par les avionneurs dont les cadences sont les plus hautes. Et donc Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier. Et donc nous ne retrouverons pas cette proportion de 30% de chiffre d'affaires d'Asie. En revanche, nous commençons à voir d'abord dans notre chiffre d'affaires customer service après-vente, un déplacement du chiffre d'affaires des continents traditionnels que sont l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord vers l'Asie. Et deuxièmement, nous commençons également à voir poindre une tendance de construction d'avions en Asie. L'avionneur Comac construit des avions et de plus en plus d'avions, et donc la part de Comac dans notre chiffre d'affaires croît. Alors ça, c'est pour l'aéronautique. Notre division fait aussi du ferroviaire, et dans l'activité ferroviaire, le plus gros constructeur de trains mondial est aujourd'hui un constructeur chinois, la société CRRC, et là, le centre de gravité du chiffre d'affaires s'est très clairement déplacé d'Europe vers la Chine. En ce qui concerne la France, qu'est-ce qui ferait changer votre stratégie suite à l'élection de l'un ou l'autre candidat? Nous, il est évident que dans le métier international où nous sommes, l'aéronautique est un métier intrinsèquement international. Nos clients, à l'exception de Airbus et de Dassault et d'Airbus Hélicoptères, sont tous des clients internationaux. Et comme je vous l'expliquais plus tôt, notre société est une société authentiquement européenne. Dans un tel contexte, ce serait pour nous un grand risque que l'un des pays majeurs de l'Union européenne, la France en l'occurrence, puisse quitter l'euro. L'euro est une monnaie d'affaires très importante pour nous, et notamment, puisque nous sommes européens, une monnaie d'affaires que nous essayons d'établir en alternative au dollar. Et la sortie d'un pays majeur de l'Union comme la France de l'euro constituerait un affaiblissement de l'euro et donc amoindrirait notre capacité collectivement à nous, Européens, à imposer l'euro comme monnaie d'échange. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous facturons l'essentiel de nos activités en dollars, mais nous essayons de faire en sorte de plus en plus de les facturer en euros, de manière à ne pas être dépendants des cours du dollar, car nous ne sommes pas des banquiers, nous sommes des industriels, et la couverture du taux du dollar a des impacts
peut avoir des impacts importants sur notre profitabilité ou sur notre chiffre d'affaires, alors qu'en réalité, il n'est pas lié à l'activité. Et donc, un euro, qui est une vraie monnaie internationale d'échange, serait un atout pour développer l'emploi en France. Même si on a un euro très faible? Alors, le cours de l'euro par rapport au dollar, effectivement, c'est un autre sujet. Je dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, nous, puisque notre base de coût est essentiellement en Europe, nous n'avons pas intérêt à ce que le taux du dollar soit bas par rapport au taux de l'euro. Donc aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Mais effectivement, les changements de cours entre l'euro et le dollar nous affectent. Alors c'est bientôt le Bourget, qu'est-ce que Liber nous prépare? Alors, cette année, le salon du Bourget sera pour Liber terriblement excitant. Nous allons exposer des produits qui n'avaient jamais été exposés jusqu'à présent et vraiment en avant-première, je le partage avec vous, qui sont des produits sur des avions qui sont en cours de développement et que nous allons donc pouvoir montrer puisque nos clients avionneurs nous ont autorisé à les montrer. Alors, je ne peux pas encore vous dire de quel produit ce sera, mais je peux vous dire que ces produits n'ont encore été jamais exposés nulle part. Des produits, alors en fait, il y a différents avionneurs. Ce sont différents avionneurs ou hélicoptéristes qui sont dont les programmes sont en cours de développement, dont les avions n'ont pas encore volé, mais qui nous ont autorisés en avant-première à montrer les produits. Et donc, des programmes structurants pour notre société, pour lesquels nous avons été sélectionnés dans les derniers mois ou dans les dernières années, vont pouvoir être montrés sous forme de vrais produits. Nous allons présenter aussi notre nouvelle ligne de produits pour l'électronique. Le groupe Liber a développé une compétence en électronique dans les 20 dernières années qui est tout à fait exceptionnelle, que ce soit en électronique de puissance ou en électronique de contrôle, et notamment pour préparer l'avion électrique du futur. Jusqu'à présent, nous avions décidé de réserver ces produits électroniques à notre propre usage, c'est-à-dire que nous proposions dans des packages de commandes de vol, de trains d'atterrissage ou de systèmes d'air, des équipements électroniques intégrés. Nous pensons maintenant que nous avons atteint une telle maturité dans cette conception et cette fabrication d'électronique que nous offrons l'électronique seule pour des packages qui seraient strictement électroniques à bord des avions. C'est-à-dire que nous nous positionnons aujourd'hui comme un fournisseur d'électronique pour les avions du futur, notamment les avions plus électriques. Donc vous avez trouvé des réponses à la montée en tension en matière de transport d'électricité? Exactement. Exactement, nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fait voler à bord d'un avion d'essai A320 d'Airbus un pack de conditionnement d'air 100% électrique, et l'électronique de puissance qui a permis à ce pack de conditionnement d'air donc de fonctionner avait été conçu et fabriqué par nous. Bon, il y a un certain nombre de sociétés qui travaillent à développer l'électronique de puissance. D'ailleurs, nous-mêmes, pour le pack dont je vous parlais, une partie de l'électronique que nous avons utilisée a été développée en partenariat avec des partenaires, notamment Thales. Mais je dirais que notre propre compétence est exceptionnelle de ce point de vue-là. Une chose est certaine, c'est que dans l'avion électrique du futur, la capacité à gérer l'électronique, et notamment à la fois les charges électriques et les charges thermiques qui en résultent à bord de l'avion, sera un différenciant très très fort. C'est ce qui vous autorise à préparer de nouveaux avions finalement. Absolument. Avec des nouvelles formes aérodynamiques notamment. Absolument. Vous avez travaillé avec le laboratoire Laplace, j'imagine? Absolument. D'accord. Et vous avez travaillé aussi avec d'autres laboratoires? Absolument, nous travaillons avec un réseau de laboratoires, notamment au sein de l'IRT, l'Institut pour la recherche et la technologie, puisque l'IPER est un des membres fondateurs de l'IRT à Toulouse, et qui est un lieu merveilleux pour mettre en commun un certain nombre de recherches, et notamment avec les laboratoires.